On entend souvent dire « on est ce qu'on mange », une façon poétique de dire que le contenu de notre assiette reflète notre personnalité. Cette idée devient assez étrange lorsqu'on s'intéresse au régime alimentaire végétarien d'Adolf Hitler, car il bouscule plein d'idées reçues sur le lien entre alimentation et personnalité. Comment mettre ensemble l'image du végétarien discipliné avec celle du tyran sanguinaire? Dans l'imaginaire collectif, la viande évoque la violence, et les légumes un certain bien-être. Pourtant, l'histoire d'Hitler bouleverse ces clichés. Les légumes n'ont pas calmé sa fureur, et son régime végétarien atypique dans l'Allemagne de son époque reflète bien davantage sa marginalité. Une marginalité qui s'étendait de ses choix alimentaires jusqu'à son idéologie monstrueuse. Quand on regarde la vie des autres dictateurs, il y a un même schéma qui se répète. Des troubles alimentaires. Comme si leur rapport à la nourriture révélait quelque chose de plus profond. Alors on se demande, est-ce l'assiette qui crée le tyran ou le tyran qui crée son assiette? L'œuf ou la poule en premier? Hitler est quelqu'un qui, avant d'accéder au pouvoir, est passé par de nombreux échecs. Une vie familiale compliquée avec un père violent qui est mort quand il avait 14 ans, et sa mère quand il avait 18 ans. Ensuite, il rêvait de devenir peintre, mais il a été refusé 2 fois à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne à cause de son talent médiocre pour dessiner les visages. Faut dire qu'il en observait sûrement pas beaucoup puisqu'il n'aimait pas les gens. Un misanthrope comme on en fait peu. Suite à cela, il passa plusieurs années à errer dans les rues de la capitale autrichienne, comme un vagabond, dormant dans des foyers pour sans-abri et peignant des cartes postales pour survivre. Ou certaines se vendent encore aux enchères aujourd'hui. Chacun son truc. Faut assumer dans son salon une peinture d'Hitler. Et c'est d'ailleurs dans ces années de pauvreté extrême qu'il développa sa haine des juifs qu'il justifiait par leur domination dans des secteurs comme l'économie, la politique ou encore les arts. C'est finalement à cette période, entre 1907 et 1913, qu'il commença à manger végétarien, contraint par la pauvreté, où son alimentation consistait principalement en du pain avec du beurre, des puddings avec du flocon d'avoine ou encore des gâteaux aux noix. Il buvait de la soupe, du lait, des jus de fruits, mais attention, pas d'alcool. On pourrait quasiment croire au régime alimentaire de certains influenceurs fitness aujourd'hui. Il n'avait de toute manière tellement pas le goût de bien manger qu'il préférait sauter des repas et dilapider ses dernières économies dans des opéras, dernier vestige de sa bourgeoisie familiale. Puis un jour, il retourna en Allemagne pour servir en tant que messager lors de la Première Guerre mondiale. Dans un tel contexte, il est tout de même assez rare de pouvoir choisir à la carte ce que vous mangez. Donc comme tous les soldats allemands, c'était du pain noir, de la viande en conserve, de la soupe et des pommes de terre. Et dans la continuité de sa carrière militaire, il se lança en politique pour le Parti des travailleurs allemands, plus connu ensuite sous le nom du Parti national-socialiste. Il se fit remarquer pour ses grands talents d'orateur lors des assemblées de son parti dans les bistrots, où il défendait avec ferveur ses valeurs, mais surtout il adorait mettre en avant un passé héroïque avec ses années sombres à Vienne et ses décorations militaires. Et il avait beau passer du temps dans les bistrots ou dans les mondanités berlinoises, une pinte ou une coupe de champagne à la main en fonction des circonstances, il ne buvait pas d'alcool. Hitler n'était pas un bon vivant. Ce qu'il aimait avant tout, c'est se mettre en avant et parler de son projet politique. Alors forcément, vu ses besoins de grandeur, il ne tarda pas à vouloir renverser le gouvernement. Le fameux coup d'état de la brasserie. Il passa alors 9 mois dans la prison de Landsberg, séjour durant lequel il se radicalisera encore davantage et où il développera son idéologie autour de la race et de la pureté. C'est à sa sortie de prison, alors que l'Allemagne continuait son déclin dans le contexte du remboursement de la dette de guerre, qu'Hitler se voyait lui et son parti se dessiner un boulevard vers le pouvoir. Un pouvoir totalitaire alliant conquête impérialiste et épurations ethniques. Rien de très joyeux. Et malgré toute cette haine et cette volonté de pouvoir qui l'habitait, Hitler trouvait du temps et de l'énergie pour la défense des animaux. Il était par exemple un fervent opposant à la chasse, mais aussi contre le gavage des oies et l'abattage rituel. Il voulait même une égalité de considération entre les animaux domestiques et ceux d'élevage. Finalement, toutes ces idées allaient de pair avec son végétarisme de plus en plus présent. Alors qu'avant d'accéder au pouvoir, il pouvait encore manger occasionnellement de la viande, les récits et les témoignages tendent plutôt à montrer qu'il se radicalisait avec l'âge et qu'il utilisait cette image de bienfaiteur des animaux pour renforcer son aura auprès des masses. Si je vous disais quels étaient les plats du quotidien d'Hitler, vous croiriez être dans un magazine féminin ou une journée dans l'assiette d'une influenceuse. Haricots verts, lentilles, soupe d'avoine, tartelettes à la tomate. Et un de ses plats préférés, les pommes de terre à la crème arrosées d'huile de lin. Mais comme beaucoup de personnes qui adoptent des régimes alimentaires avec des privations, il avait des troubles compulsifs avec le sucre. Tout pouvait y passer, hein. Le chocolat, les fruits confits, les gâteaux. L'historien britannique Robert Payne le qualifiait du dictateur avec la bouche la plus sucrée. Et tout ceci ne lui réussissait pas si bien que ça puisque sa santé empirait, le rendant toujours plus extrême et plus parano. Et comme il était très méfiant vis-à-vis de la médecine conventionnelle, il préférait se tourner vers des remèdes un peu particuliers comme boire de l'huile de nettoyage des armes contre ses maux de ventre, ce qui marchait tellement bien que cela lui donnait des migraines et des troubles de la vision. Il avait aussi son médecin, le docteur Morel, qui lui administrait régulièrement un cocktail de vitamines, d'amphétamines et de substances douteuses pour maintenir
maintenir son énergie, ce qui renforçait toujours plus sa paranoïa et ses tremblements. Et pour finir, il se lança dans un régime encore plus restrictif, le régime Bircher-Berner, je crois que ça se prononce comme ça, fondé par le médecin suisse du même nom au début du XXe siècle, avec juste des céréales, des noix, des fruits et des légumes crus. Car dans sa logique, si la santé n'allait pas bien, c'est qu'il n'était pas encore assez pur dans son mode de vie. Parce qu'il faut bien rappeler qu'Hitler avait un problème avec cette pureté, il s'était forgé un idéal de race aryenne auquel il ne collait pas du tout, et de ce fait il avait besoin de compenser en permanence en cherchant à être toujours meilleur. Enfin, meilleur par rapport à sa santé, hein, parce que pour le reste, pas ouf. Alors déjà, il était connu pour une alimentation peu variée et très monotone. Ça frustrait beaucoup ses chefs cuisinier. Mais là, on avait l'impression de servir à manger à un patient d'hôpital. Et il avait beau aussi ne pas boire et ne pas fumer, ça n'a pas changé grand chose sur la fin de son histoire. D'ailleurs, je crois qu'il a été le premier à interdire de fumer dans certains espaces. Il y en a qui me diront qu'il était végétarien uniquement pour des raisons de santé, et que donc cela n'implique aucune dimension morale. Et pourtant, il fut aussi le premier à instaurer des lois en faveur du bien-être animal. Il était aussi un grand misanthrope, il détestait l'humain, comme la plupart des animalistes et écologistes aujourd'hui qui en veulent à nous tous qui détruisons la planète. Et surtout, le plus grand point commun qu'Hitler a avec les animalistes écolos aujourd'hui, c'est qu'il était un grand moralisateur. Au moins, il ne forçait pas ses invités à manger comme lui et sa chienne Blondie. Putain, mais t'as rien compris, pourquoi est-ce que tu manges ce que tu manges? C'est complètement de la merde. Mais il se gênait pas à table pour leur faire la leçon et les culpabiliser des monstres qu'ils étaient de manger de la viande, malgré les horreurs que cela impliquait, en omettant toutes les horreurs que lui accomplissait en dehors de la table. Il affirmait que dans une société idéale, tout le monde serait végétarien. Il voyait cela comme un signe de civilisation et de progrès moral. Et chez certains néo-nazis encore aujourd'hui, le végétarisme est vu comme un signe de noblesse et de supériorité raciale, notamment par ses prétendues vertus pour la santé et par la discipline dont il faut savoir faire preuve pour s'y appliquer. Cet état d'esprit est très courant chez les compulsifs obsessionnels qui voient dans la souffrance qu'ils s'infligent le moyen d'appliquer une vertu à leur fonctionnement monomaniaque psychorigide. Et ce n'est pas les seuls, Globalement, toutes les idéologies, toutes les religions qui présentent l'ascèse, donc la privation comme une vertu, ont l'essence pour créer ce délire qui finit par rendre fou si on est trop dedans. Maintenant, sans rentrer dans des détails nutritionnels très poussés, nombreux sont les nutriments manquants dans le régime alimentaire d'Hitler, lui permettant de subvenir correctement à sa santé physique et mentale. Pour n'en citer que quelques-uns, le fer héminique, le zinc, certains acides aminés, les oméga 3, EPA et DHA, tous ont des rôles essentiels pour être en bonne santé. Et bien que leur absence ne vous foudroiera pas sur le champ, vous n'allez pas vous en sentir grandi. Évidemment, ce n'est pas le régime végétarien qui a fait accomplir à Hitler toutes ces horreurs, mais ces problèmes de santé par un mode de vie trop privatif et une mentalité trop rigide n'ont sûrement fait qu'accélérer sa chute. Personne ne deviendra pur par des privations alimentaires. La seule voie pour nos corps terrestres, c'est de respecter ses besoins. Et on n'a pas assez de toute une vie pour tous les explorer. Alors autant ne pas se priver. Merci à tous les fidèles. Et à très bientôt pour la liberté de manger et de rester en bonne santé.